Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Transition après une longue pause qui n'était pas prévue forcément cet été pour cette saison 1 mais qui m'a été un petit peu imposée par des événements que j'avais pas trop prévus et en l'occurrence j'ai changé de boulot dans le courant de l'été et ça m'a fait pas mal de changements et du coup j'ai dû interrompre un petit moment les enregistrements du podcast pour me consacrer pleinement à ce changement. Et du coup, voilà, je viens de prendre position maintenant. J'ai un petit peu plus de temps, donc on va reprendre la diffusion mensuelle du podcast Transition pour la fin de cette saison 1. Et donc voilà, on se retrouve maintenant avec un nouvel épisode. Je vais pas m'épancher plus longtemps sur le changement de job, mais s'il y a des curieuses ou des curieux parmi vous, vous me trouvez également sur le réseau social LinkedIn. Et puis là, on pourra se connecter, puis vous pourrez voir un petit peu où j'en suis au niveau professionnel, mais c'est pas vraiment le sujet de cet épisode et du podcast, donc du coup, on va pas passer plus de temps là-dessus. Voilà, moi ça me fait plaisir de retrouver un enregistrement du podcast Transition, et donc du coup, aujourd'hui, on va parler principalement de l'écosystème Apple, puisqu'on va parler de sport dans l'écosystème Apple, avec l'Apple Watch, et puis surtout avec une application qui s'appelle Health-Fit. Et puis dans cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver le créateur de cette application Health-Fit qui s'appelle Stéphane Liseret. Juste avant de vous diffuser cet épisode, j'aimerais m'excuser pour les 15 premières secondes d'enregistrement. Il y a juste eu un tout petit bug sur les 15 premières secondes avec la qualité audio. Mais rassurez-vous, après les 15 premières secondes, tout rentre dans l'ordre et tout le reste de l'épisode, qui va durer presque 1 heure, est impeccable au niveau de la qualité audio. Il n'y a vraiment que ces 15 premières secondes. Donc, ne coupez pas votre lecture de l'épisode à cause de la qualité audio des 15 premières secondes. Je m'en excuse auprès de vous et puis auprès de Stéphane, mon invité. Voilà, je vous laisse avec cet épisode et puis moi je vous retrouve tout à la fin de l'épisode avec quelques informations concernant les notes que j'ai publiées en même temps que cet épisode sur le site nakan.ch à propos de Health-Fit. Voilà, donc merci Stéphane d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode du podcast Transition. Peut-être avant de parler spécifiquement de ton application, tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs et de nos auditrices, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Oui, bonjour Grégory, je te remercie de m'avoir invité. Je m'appelle Stéphane et j'ai 58 ans et je suis français et je vis à Nice, dans le sud de la France. Depuis le 1er juillet, je me consacre à 100% sur Health-Fit. Et voilà. D'accord. Donc en fait, ça fait pas longtemps, mais tu es développeur à 100% de cette application. Oui, après, ça fait une dizaine d'années que je suis développeur sur iOS, 12 ans pour être exact. Mais c'est que depuis le 1er juillet que je suis à 100% sur Health-Fit, oui. D'accord. Health-Fit, c'est une application que tu as créée... En 2017. Voilà. Et avant, il y en avait déjà une autre Donc, qui... Health-Fit et c'est ma deuxième application iOS. Ma première, elle s'appelait Altifondo et je l'ai mise sur l'App Store en 2013. D'accord. J'ai commencé le développement en 2012. C'était iOS 5 ou 6, un truc comme ça. Ouais, donc c'était vraiment les tout débuts, quoi. Oui, c'était rétrospectivement, c'était la préhistoire de l'App Store presque, même s'il avait déjà, justement, il commençait à se développer exponentiellement. C'était l'époque où quand on envoyait une version à Apple, il y avait une semaine, il fallait attendre une semaine qu'ils fassent la review de l'application. Une semaine, c'était... Ouais. Juste pour petite comparaison, aujourd'hui, quand tu soumets une nouvelle version, c'est combien de temps ? En moyenne, c'est quelques heures, je dirais, en moyenne, c'est 12 heures, maximum, c'est 24 heures. D'accord. Mais c'est quasiment devenu presque instantané dans la plupart des cas. Ok. Le seul problème qui reste aujourd'hui avec les reviews, c'est qu'on peut, la version peut être rejetée pour des raisons totalement aléatoires. Ouais, ça c'est des mauvaises raisons. Par exemple, le dernier, et en général, ça arrive au pire moment. Mm-hmm. Au moment où tu as la version importante qui sort. Là, justement, avec iOS 17, j'ai voulu envoyer une correction. Et là, ils m'ont rejeté parce qu'ils trouvaient que l'écran d'abonnement que je proposais respectait pas les guidelines. Okay. Et là, j'aurais dit, écoutez, c'est bizarre, j'ai copié quasiment l'écran d'abonnement d'Apple Fitness. Ah.
je lui ai dit, voilà, et je vais pas refaire le truc. Et là, les mecs, ils l'ont accepté, D'accord. sans changement. Donc, du coup, 10 ans que tu développes l'application, avec des hauts, des bas, on l'a compris sur la soumission des versions. Une première application donc de 2013 jusqu'à 2017. Oui, où j'ai retiré en 2018, je crois. Oui, oui. Donc, Et c'était une puis, application pour cyclistes qui détectait l'école et qu'on avait franchi et qui se connectait à Garmin Connect et qui d'accord. importait les exercices depuis Garmin Connect. Ok. Je fais plus du tout dans Healthfit. Mhm. Et en 2017, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple a fourni une API qui permettait de lire le tracé GPS à partir d'Apple Santé, ce qui n'était pas possible avec les premières versions de l'Apple Watch. D'accord. Et durant l'été 2017, là, j'ai été contacté par Rainmaker, qui a un site qui s'appelle DC Rainmaker, avec qui j'étais en contact à cause d'Altifondo. Et ce qui se passe, c'est qu'avec Altifondo, j'avais développé un parseur de fichiers FIT, qui était à l'époque le nouveau format Garmin. Donc j'avais Mhm. déjà une expertise des fichiers FIT. Et donc là, Rainmaker, il m'a dit, oui, mais tu m'avais parlé justement d'une application qui exporterait d'Apple Santé vers les fichiers FIT. Et il me dit, où ça en est, parce que moi, ça m'intéresse. Et donc là, pendant l'été 2017, j'ai développé une version minimale de SFIT pour que Rainmaker puisse l'utiliser. Et je l'ai mise sur l'App Store en octobre 2017. Mais ce qui se passe, c'est que dans le jargon informatique, on appelle ça une MVP, une Minimal Viable Product. Mhm. C'est-à-dire qu'on met sur le marché un produit qui fournit la fonctionnalité majeure ou essentielle de l'application, mais il n'y a rien d'autre. C'est vraiment le truc minimum. D'accord. Et pour donner une idée, c'est que la première version de Healthfit, il y avait juste une liste. On voyait juste la date de l'exercice Oui. et on pouvait le sélectionner et l'envoyer par mail, le fichier FIT. Ouais, ouais, je me souviens de cette Tu te souviens? version. Ah, mais il n'y avait Ouais. rien. Il y avait Non. rien. Ouais. C'était minimal. Mhm. Et curieusement, les ventes, elles ont tout de suite été nettement supérieures à ce que je faisais avec Altifondo. Mhm. Donc j'ai vu que là, ça veut dire que l'idée, elle plaisait. Ouais. Ben, en fait, il y avait un besoin parce que la première génération d'Apple Watch est arrivée en 2015. 15, je crois. Ouais. Bon, par contre, la première, on va pas se mentir, pour l'utilisation du sport, Ouais, c'était pas c'était vraiment encore inutilisable. très abouti. Ouais. Hein. Il fallait C'était- quasiment, avec obligation, avoir son smartphone avec soi pour que ça fonctionne. On est arrivé sur une montre plus autonome avec la 2, puis avec la 3. Mais après, il y a beaucoup de gens qui voulaient s'entraîner avec l'Apple Watch, mais qui voulaient quand même avoir des données un peu plus avancées que celles fournies dans l'application d'Apple. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a eu pas mal de demandes pour ton application. À l'origine, non. À l'origine, c'était vraiment justement uniquement pour exporter vers des plateformes de fitness et faire de l'analyse de données sur les plateformes de fitness. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Mais il n'y avait pas d'autres applications qui le faisaient, en tout cas pas beaucoup. Apple le faisait pas, par exemple. Apple le faisait pas et si, j'avais un concurrent assez connu, si, qui le faisait. D'accord, déjà à ce moment-là. Oui. Hmm. Et donc du coup, tu exportes des fichiers FIT à partir des activités, et puis l'application, bien évidemment, elle va évoluer, elle va s'étoffer un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie de faire plus d'analyse de données directement dans l'app? Alors, d'abord, très rapidement, je me suis connecté online à des plateformes de fitness. Et donc, les premières, c'était surtout Strava et Training Peaks. Mhm. Et en même temps, moi, on m'a contacté et j'ai compris tout de suite aussi qu'il y avait quelque chose qui était très important pour les coachs, parce que Training Peaks, c'est une plateforme de coaching, en fait. Hein. C'est que les gens s'abonnent sur Training Peaks pour être en contact avec un coach qui, lui, regarde toutes tes données et te propose des plans d'entraînement, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que moi, je ne suis pas utilisateur Training Peaks. Ouais. Mais par contre, j'ai eu des demandes de coachs qui m'ont demandé, par exemple, les données de sommeil, d'analyse de sommeil. Et donc, c'est là où, en parallèle des exercices, et là, je suis le seul à le faire, j'exporte les données de santé du genre l'analyse de sommeil, le poids, le HRV, la VO2 max,
Euh, Toutes et les donc, données annexes, en fait, qui sont collectées par l'Apple Watch ou par l'iPhone, dont voilà, Apple Santé. voilà, Ouais. voilà, exactement. Donc Mhm. ça, c'est ce qu'on appelle les métriques de santé. Donc il y a d'une part les exercices et d'autre part les métriques de santé. Ouais. Et donc là, tout marchait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2020, il y a Strava qui a intégré un export des exercices euh, d'Apple Santé vers leur propre plateforme, avec Ok. de nombreuses limitations. Déjà, ils ne traitent que les exercices enregistrés par l'application Exercice d'Apple. Ok. C'est-à-dire que si on utilise une application tierce pour Mhm. enregistrer ces exercices, Strava ne va pas les exporter. Ouais. Donc ça, c'était la première limitation. La deuxième limitation, c'est qu'il n'exporte que les 30 derniers jours. Mhm. Donc quelqu'un qui tout d'un coup se met sur Strava, il peut pas exporter, il perd son historique, ce que Elsevier fait. Et puis, par exemple, il ne gère pas les pauses, hein. Ce serait quand même un peu embêtant, ça fausse quand même beaucoup les données. Ouais. Et par exemple, l'année dernière, il y a eu la puissance de course à pied qui a été introduite par Apple et qui est supportée par l'Apple Watch et que Strava ne supporte pas. Mais toujours est-il que moi, ça a fait chuter de manière assez importante mes ventes qui vraiment décollaient là. Et donc à partir de là, j'ai essayé de pivoter l'application, c'est-à-dire de monter un peu dans la chaîne de valeur et ne pas me consacrer exclusivement à l'export. Mhm. Il faut dire que bon, moi j'en avais un peu marre, hein. L'export, c'est pas non plus à la fin, c'est pas. C'est pas le truc le plus sexy à gérer Voilà, en voilà, développement. Et puis voilà. voilà, on se dit. Voilà. Et il Ouais. reste difficile. Tout le monde pense que c'est rien, machin. Mais la preuve, c'est que d'abord, mon application est toujours utilisée et toujours populaire. Et donc, j'ai pivoté et j'ai commencé à faire de l'analyse de données. Ouais. Et donc, régulièrement, je sais que, alors, c'est pas la majorité, il faut pas se mentir non plus, c'est que ce qui tire les ventes aujourd'hui de L-Site, c'est toujours l'export. Il y a l'export et l'import, parce que je fais l'import de fichiers externes FIT. Ouais. Parce que L-Site ne fait que l'export. Et pourquoi ne fait que l'export? Bah, c'est que l'application, elle est déjà super compliquée. Et, et l'import, c'est pas vraiment, moi je trouve que c'est pas vraiment à moi de le faire. Et il faudrait que je développe une application spéciale pour faire l'import, ce qui n'est pas impossible, mais parce que ce qui se passe, c'est que en fait, la plupart des, des équipementiers de montres créent des fichiers, créent des exercices dans Apple Santé, mais qui sont pathétiques. Mhm. En termes de qualité de la donnée, Il y en a quasiment aucun qui qui écrit crée tout. la trace. Ouais. Ouais. Et la plupart, par exemple, typiquement, le battement de cœur, il crée un échantillon de battement de cœur pour toute la durée de l'exercice. Et Mhm. donc, ensuite, le présente de manière constante. Ouais. Pareil Mais pour la distance, il y a ça c'est par exemple Zwift crée un échantillon de battement de cœur pour tout l'exercice. ça, Euh, c'est quoi? C'est de la rétention de données de la part des différents non, moi je pense constructeurs? que non, je pense que je pense que je pense pas. Moi je pense que la raison première, c'est que l'application, l'API HealthKit est quand même super compliqué. Donc ça, c'est Tout le monde- Apple, hein. ouais. L'API de HealthKit, Ah, c'est ce que fournit Apple aux développeurs pour pousser des données dans leur système. voilà, donc elle est quand même assez complexe. Deuxièmement, bah, pour la plupart des plateformes de fitness, c'est pas une priorité. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ne consacrent pas assez d'énergie à le faire Voilà, correctement, en fait. ils ne réalisent pas que c'est un problème en soi. Mhm. Donc en fait, ils créent des fichiers, des exercices enfin, quasiment sans intérêt. Mais simplement, ils ont une checkmark en disant, On supporte Apple Santé, quoi. voilà. Ouais. Et ça contribue vaguement, je ne sais pas trop comment, aux anneaux. C'est ça la première demande en fait des gens. Ah ah, ouais, voilà. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une volonté de pas tout pousser
pour que Bah, les c'est gens possible. restent captifs d'une C'est plateforme. Si par possible. exemple Garmin poussait l'intégralité des données de santé et d'entraînement de Garmin Connect dans Apple Santé, je peux me dire aujourd'hui j'utilise ma Garmin, demain j'utilise une Suunto, mais peu importe parce que de toute façon l'échange d'informations il est quasiment complet au travers de Apple Santé et donc du coup ça Ah oui, 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 court-circuiterait non, non, peut-être les c'est deux. sûr, c'est des gens qui sont pas très intéressés par ouvrir leurs données. Ouais, Probablement aussi hein, ouais, à ce ouais, non, niveau-là. c'est sûr. Mhm. Donc pour en revenir à Healthfit, donc Et donc oui, donc principalement. ça exporte, mais ça importe. Il y a beaucoup de gens qui vont qui ont une autre montre ou un autre device, par exemple typiquement un vélo, ils ont un, Un un compteur ordinateur, Garmin. ouais, un ordinateur de vélo typiquement Garmin. Et Mhm. donc les gens vont manuellement récupérer le fichier Fit sur la plateforme de fitness et l'importent dans Apple Santé avec HealthFit. Ouais. Et, et je pense avoir le meilleur importateur de fichiers Fit dans Apple Santé. Donc ça Mhm. aussi, ça tire les ventes. Mais après, il y a quand même un nombre de gens qui sont très intéressés par l'analyse de données qu'il y a dans HealthFit et d'ailleurs qui me disent, bah, moi, j'utilise que HealthFit, Ouais. j'exporte plus vers les plateformes de fitness. Bah, c'est devenu une application au cours des années, des développements que tu as fait. Moi, je suis principalement de ça depuis que j'ai testé la bêta de WatchOS 9, quand il y avait la puissance de course à pied qui arrivait. J'avais la bêta sur ma montre, j'avais aucun moyen d'extraire ces données de puissance depuis les outils Apple, comme on a dit tout à l'heure. Et puis là, je t'ai contacté pour savoir si tu avais déjà travaillé dessus. Tu m'as dit que oui. Et puis, tu m'as fourni une version bêta qui le faisait déjà. Et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup utilisé à ce moment-là ton application pour extraire les données. Et j'ai vu que tu avais énormément travaillé sur l'analyse de données dans l'application. J'ai énormément travaillé. Mhm. J'ai plein d'autres développements à faire, mais ça, je les ai pas encore fait parce que j'ai pas assez de temps, parce que l'application est très grosse et je consacre environ 50% de mon temps à ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire à faire évoluer la base de code pour la moderniser, parce que maintenant l'application, elle date. Moi, j'ai commencé en 2017, elle a quand même 6 ans. Et Mhm. 6 ans, c'est énorme. Et moi, il y a 6 ans, il n'y avait pas. Enfin, on développait pas les applications de la même façon. Ouais. Le développement d'applications Apple aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 6 ans. Mhm. Ouais, Donc, les outils de développement ont changé, même les langages de programmation ont changé. Enfin, il y a énormément de choses qui ont changé. le langage, moi j'étais déjà dans Swift, mais typiquement Swift, par exemple, la plus grande nouveauté qu'il y a, que Apple a apporté depuis que j'ai commencé, c'est ce qu'on appelle la concurrence structurée. Ils ont fourni une manière de gérer le parallélisme, la concurrence dans les applications qui facilite énormément le développement. Et quand j'ai commencé, ça n'existe pas. Ça, c'est la feature principale de Swift qui n'existait pas quand j'ai commencé. Après, même UI, il n'y avait pas Swift UI à l'époque, et même UIKit a beaucoup changé. Donc ça, c'est des outils qui permettent de créer l'interface visuelle de l'application. Voilà. Et le langage pour créer des applications, pour créer l'interface graphique aujourd'hui s'appelle Swift UI. À l'époque, il n'existait pas. Donc du coup, tu as développé une interface graphique de ton application avec d'anciens outils et maintenant, tu es en train de Voilà, ramener tout ça avec les nouvelles technologies. voilà, Ouais. exactement. Ça prend, tu disais combien de pourcents de ton temps? Et moi, je consacre environ 50% de mon temps, grosso modo. Donc 50% du temps, c'est du travail que tu fais, mais qui est visible par personne d'autre, en Voilà, fait. c'est Qui est ça. juste pour optimiser ton application pour que à l'avenir, tu puisses Voilà. plus facilement intégrer des Après, nouveautés dedans. Après, par exemple, ils ont fourni un framework de chart pour faire des graphiques qui n'existait pas quand j'ai commencé. Donc, moi, j'ai Mhm. utilisé une librairie tierce pour faire les graphiques. Et aujourd'hui, je suis en train de tous les porter. Ouais, Parce que c'est une très vieille librairie et ça comporte trop de risques de la garder. ouais. Parce qu'à un moment donné, elle sera vraiment plus maintenue. Mhm. Et par exemple, cet été, j'ai refait pas mal de graphiques dans la vue détaillée des exercices. Et quand même là, je les ai nettement améliorés. Et aussi, je les ai améliorés et j'ai apporté une fonctionnalité en plus qui est que on peut choisir de voir une certaine donnée soit par rapport au temps ou soit par rapport à la distance. Mhm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en modernisant la base de code existante, ça m'arrive quand même de l'améliorer et de fournir des fonctionnalités supplémentaires en même temps. D'accord.
Donc, Et les voilà. 50% qui restent, c'est pour des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, typiquement, cet été. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que avec l'Apple Watch, cette année, c'est la deuxième année consécutive de mise à jour massive. Au niveau logiciel, des nouvelles Au fonctionnalités logiciel. sportives logicielles, ouais. Ouais. Parce que l'année dernière, il y a eu tout le support de la course à pied, avec la puissance de course à pied, Le la- nouveau profil de triathlon. le profil de triathlon. Moi, je pense que S8 est l'application qui supporte le mieux les triathlons, Ouais. ce qu'on appelle le multisport chez Garmin. Mhm. Et puis, il y a eu toutes les métriques donc, de course à pied, avec la puissance de course à pied, l'oscillation verticale, le temps de contact au sol. Donc ça Ouais. m'a demandé quand même beaucoup de développement, parce qu'il n'y avait pas que l'export, mais aussi l'analyse des données, Non, justement. évidemment, tu te concentres pas simplement sur le fait de prendre ces données et de les mettre dans un fichier feed pour les envoyer, mais en fait, tu les affiches dans Healthfit et tu les affiches sous forme graphique et tu essayes d'utiliser ces données de manière pertinente pour qu'un sportif Voilà, puisse les voilà. utiliser. Bah, typiquement, pour la course à pied, je calcule ce qu'on appelle la puissance critique. Mhm. Ouais. Alors, tu me disais en off, quand on préparait l'enregistrement, que tu aimerais bien disposer des algorithmes que propose, par exemple, Training Peaks ou Garmin pour mettre en valeur ces données. Mais évidemment, on parlait de Oui, Firstbeat, donc, on parlait de Polar, etc. Mais c'est compliqué d'avoir accès à ces données. Donc, toi, tu utilises des données qui sont publiées, donc voilà. des choses Donc, qui sont disponibles. voilà, donc j'ai toute une partie qui fait ce qu'on appelle l'analyse de la condition physique. Et ça, c'est basé sur une publication scientifique ultra connue d'un physiologue, ou je ne sais pas comment on appelle ça, d'une personne qui s'appelle Eric Bannister, qui a été publiée dans les années 70, je crois, ou peut-être 80, ouais, non, peut-être plutôt 80, et qui permet de calculer les indicateurs de forme, de fatigue et de conditions physiques. Et donc ça, donc, vu que c'est publié dans des articles scientifiques, ça, je l'ai utilisé. Mais après, moi, c'est une demande qu'on me fait beaucoup pour S8, c'est de faire des recommandations. Et moi, ma Mhm. réponse imperturbable, c'est de dire, bah, si vous trouvez une publication scientifique qui explique comment le faire, bah, moi, je le ferai. Sinon, je ne vais pas m'improviser et je ne vais pas faire Apprenti d'approbation. sorcier, à prendre des données, à les Oui, mettre dans c'est quelque ça. chose d'à peu Voilà, près, voilà, voilà. voilà. Et après, j'ai plein d'autres développements à faire qui sont publiés et que je peux faire, mais là, c'est vraiment une question de temps. Mhm. Et vraiment, j'essaie de me consacrer à la qualité avant de rajouter des fonctionnalités, parce qu'encore une fois, l'application, elle est déjà très, très grosse. Ouais. Donc Donc, on parlait de développement. Toi, c'est principalement quand même drivé par les nouveautés qui arrivent dans l'Apple Watch. Et le gros de ton boulot sur Healthfit, de la partie nouveauté, j'imagine qu'elle se passe entre juin et septembre chaque année, parce que juin, c'est l'annonce de Apple de la prochaine version de WatchOS. Donc c'est là qu'on sait quelles seront les prochaines nouveautés qui vont arriver dans la montre, en tout cas une partie. Et puis septembre, au moment où les montres sont annoncées et puis voilà. que la version finale doit sortir. En fait, l'année elle est coupée en deux, mais donc effectivement, la vie des développeurs iOS en général, elle est bien occupée pendant l'été, Mhm. parce que tous les ans, Apple sort ses nouveautés en septembre et ouvre la période de bêta début juin. Ouais. Donc entre début juin et septembre, souvent on est occupé. Après, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, parce que de temps en temps, on peut avoir des applications qui sont pas tellement impactées par les nouveautés Apple, mais tout ce qui tourne autour de Apple Santé, ça a énormément changé. Même aussi sous ce qu'ils appellent under the hood, hein, de manière cachée, les API ont beaucoup évolué. Mais après, oui, depuis 2 ans, ça s'est accéléré. Donc, avec WatchOS 9 pour la course à pied et le triathlon et WatchOS 10 pour le vélo. Et à mon avis, ça risque pas de s'arrêter. Donc, Ouais. Mhm. donc effectivement, pendant 3 mois, on est super occupé. Après, il y a un mois pour stabiliser quand même, pour faire des bugs fixes. Et après, c'est une course contre le temps. Après, on a environ 8 mois jusqu'à la bêta prochaine pour avoir une roadmap pour se consacrer à des nouveautés. Ouais, à des nouveautés propres à l'application et pas propres aux Voilà. nouveautés Par d'Apple. Ouais. exemple, l'année dernière, après la course à pied et le triathlon, j'ai fait le support des cartes OpenStreetMap Mhm. et le partage des exercices entre amis.
Ouais. Maintenant, on peut se connecter à avoir des amis dans S-Fit et voir les exercices de ses amis. Ouais. Alors ça fait une bonne transition par rapport au prochain point dont on voulait parler. C'est un petit peu l'architecture et le mode de fonctionnement de HealthFit. Parce que en plus d'être une application qu'on met sur son téléphone et qui permet d'analyser toutes les activités sportives, donc on a dit soit celle de l'Apple Watch, soit si tout à coup, pour un entraînement, j'ai utilisé un compteur Garmin ou un autre appareil qui permet de générer du fichier Fit, je peux l'envoyer dans HealthFit, puis lui, il s'occupe de l'intégrer dans Apple Santé. Mais cette architecture-là, et on en discutait avant de préparer cet épisode, il a une différence fondamentale par rapport aux plateformes de quasiment tous les fabricants de montres de par le monde. C'est qu'il n'est pas centralisé chez toi dans un cloud et puis où quelqu'un, comme le développeur ou le propriétaire de la marque, peut accéder à toutes les données, mais ils sont stockés spécifiquement dans mon téléphone. Donc ça veut dire que la confidentialité des données, c'est un niveau très différent de ce qu'on trouve dans le Oui, cloud. oui. Donc ça, c'est dès la conception de S-Fit, c'était clair que la confidentialité, c'était une fonctionnalité majeure. Et donc, S-Fit ne fait aucune collecte de données. Et toutes les données résident de manière cryptée dans Apple Santé. Et les seules données qu'il y a en dehors de Apple Santé, ce sont, par exemple, typiquement, si on dit que cet exercice, c'est un exercice favori, ou si on rentre un titre manuellement, ça, c'est des données que l'utilisateur rentre en plus, et elles sont sauvegardées dans le compte privé iCloud de l'utilisateur. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas accès à ces données. Et potentiellement, tu me disais que... Elles sont mises dans iCloud, mais dans le compte privé de l'utilisateur. Mhm. Donc personne d'autre n'y a accès non plus. Voilà. Et puis toi, tu me disais qu'une des difficultés que tu rencontres dans le développement de HealthFit, c'est les autorisations qu'on doit donner à l'application pour accéder à toutes ces données, parce que pour chaque donnée que tu vas lire dans Apple Santé, l'utilisateur doit t'autoriser à le faire au moment où il l'installe et il ouvre HealthFit pour la première fois. Oui, non, mais ça, c'est pas une difficulté, ça. La difficulté, c'est, tu m'as dit que parfois, il y a des bugs chez Apple et tu perds ces Oui, autorisations. moi, il y a un bug qui m'ennuie. Et je suis en contact avec des gens d'Apple là-dessus. Moi, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à le trouver. C'est que, effectivement, de manière un peu aléatoire, mais la plupart du temps, quand on fait une mise à jour iOS ou de l'application, il se peut que l'application perde des permissions qui lui ont été données par l'utilisateur. Mhm. Et donc là, il y a une petite procédure à suivre pour rétablir les permissions. Ouais. Et donc, du coup, sans ces permissions, tu accèdes à aucune donnée. C'est là où je voulais en venir, c'est la confidentialité des données. Est-ce que tu sais si Apple, eux-mêmes, peuvent accéder facilement aux données Non, d'Apple Santé? non, ils peuvent pas. C'est impossible. C'est crypté à partir de ton mot de passe. Donc, même eux, en fait, n'y ont pas Non, accès. personne. Ok. Et moi, donc, aujourd'hui, on peut avoir des amis avec HealthFit, mais ça utilise l'API d'Apple et l'exercice partagé ne quitte pas le compte privé Apple, le compte privé iCloud de l'utilisateur. Et les amis, ils ont juste une vue sur l'exercice partagé. Donc, même en partageant des exercices, ils ne se retrouvent pas quelque part centralisés en dehors du compte privé de l'utilisateur. Ouais. Ouais, donc ça, c'est assez intéressant. Par rapport à un Garmin, par exemple, je prends tout souvent Garmin en exemple, mais c'est la même chose chez toutes les autres marques, hein, Polar, Suunto, etc. On a une application qui prend les données de la montre et qui va les pousser dans le cloud de manière Ouais, ouais. centralisée chez le fabricant de la montre. Absolument. Et puis Mm. après, ça offre, du coup, ça offre quand même d'autres avantages. C'est que normalement, d'abord, on peut utiliser l'application offline. Et puis normalement, elle est plus rapide parce qu'il y a plus, parce que par exemple, l'application Garmin, je la trouve super lente. Ouais. On voit qu'il y a des accès réseau en permanence. Bah oui, elle est en mode connecté en permanence. Si tu mets Voilà, ton téléphone en mode avion et que tu ouvres l'application Garmin, tu vas voir qu'elle fait plus grand-chose en fait. voilà. Ouais, Après, moi, j'ai besoin un peu de connexion parce que à cause des cartes. ouais, évidemment. Ouais. Mais sur le principe, on peut utiliser S-Fit en mode offline. Mhm. Mais Et toujours est-il que moi, synchroniser. je fais aucun accès réseau dans S-Fit.
Parce que les données qui sont synchronisées de l'Apple Watch, elles sont sur le téléphone, donc tu peux les accéder même s'il n'y a pas d'accès réseau. Voilà. Bah, à l'origine, elles sont sur la montre. Ouais, Et après, la montre se synchronise avec l'iPhone. ouais. Mais moi, je n'accède pas, j'utilise pas du tout la montre. Je repose sur Apple Santé qui est sur l'iPhone. Qui est là le point d'arrivée en fait des données de la montre. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est intéressant d'un point de vue confidentialité des données. On sait que Apple communique régulièrement par rapport à la confidentialité des données. Elle se positionne comme une entreprise qui est très respectueuse de la vie privée. Alors, on imagine bien que pour un géant comme celui-là, il y a quand même des limites à ça. Mais en tout cas, l'architecture de fonctionnement de Healthfit est vraiment confidentielle. Et pour que les auditrices et les auditeurs du podcast se rendent compte, tu me disais, j'ai un problème, c'est que quand un utilisateur a un souci avec une activité, il faut que moi, j'arrive à reproduire le même problème parce que tu n'arrives pas à te connecter au compte de la personne pour voir les données. C'est impossible. Non. Donc, en général, je demande pas mal d'informations à l'utilisateur qui m'envoie lui-même. Oui. Mais oui, quand il y a un problème, je peux rien analyser en ligne. Mmh. Il faut qu'il y ait une coopération de l'utilisateur. Ouais. Et que je te demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport qui utilisent Healthfit? Tu me disais, je peux pas le savoir. Alors, j'ai un peu de statistiques qui est donnée par Apple sur leur site qui me dit, par exemple, le nombre de téléchargements et le nombre d'utilisateurs actifs. C'est un peu ça, ce type d'information que j'ai. Mais cette personne-là, tu peux pas savoir si elle s'entraîne 7 fois dans la journée ou 3 fois. Je ne sais rien. Il y a le nombre moyen d'utilisation par jour de Healthfit, je crois. Le nombre d'ouvertures de l'application. Oui, je crois, ouais. J'y vais pas souvent parce que ça m'intéresse que moyennement. Ouais, évidemment, c'est pas forcément. Des statistiques un peu comme ça. Ouais. Mais par rapport à l'utilisation sportive des gens, tu peux pas avoir d'infos. Non. Okay. On parle donc des utilisateurs de Healthfit. Parmi eux, tu l'as cité en introduction, il y en a un qui est quand même un petit peu particulier, c'est DC Rainmaker qui utilise de manière assez intensive ton application, en particulier comme moi, quand je teste les nouveautés de l'Apple Watch, quand on a accès aux versions bêta et puis qu'on veut tester les nouveautés, personnellement, j'ai pas trouvé d'autres applications que Healthfit pour le faire. Et donc, du coup, tu es en relation assez régulièrement avec DC Rainmaker. Oui, donc Rainmaker, je le connais depuis Altifondo, depuis une dizaine d'années maintenant. Et effectivement, il utilise exclusivement Healthfit pour faire ses comparatifs avec les autres montres. Ouais. Et il me dit que la plupart des reviewers Apple Watch utilisent aussi Healthfit et que donc Healthfit, c'est l'application de référence pour tous les reviewers. Oui. Ça, effectivement, je peux confirmer. Il y a aucune autre application qui fait ça aussi bien, c'est-à-dire de prendre les données qu'on a enregistrées avec l'Apple Watch pour une activité de sport et puis les restituer. Et puis, je dois dire que je suis assez admiratif de la réactivité dont tu fais preuve. Quand j'avais testé la puissance en course à pied sur l'Apple Watch, la bêta n'était pas disponible depuis très très longtemps et Healthfit était déjà capable d'exporter toutes ces données et puis de les rendre disponibles. Ce qui se passe, c'est que moi, c'est une course contre le temps, les bêtas. Parce qu'il faut être prêt en septembre. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui me remonte un problème, c'est vrai que j'essaye de le résoudre le plus rapidement possible, parce que, s'il le mérite, la plupart souvent il le mérite, pour pas être débordé. Ouais, il faut. Et beaucoup de mes fonctionnalités, pas toutes, mais je suis très à l'écoute de toutes les remontées que j'ai des utilisateurs. Que ça soit bug ou feature request. Alors, ça veut pas... Typiquement, les demandes de fonctionnalités, je dis pas oui à toutes, loin de là. Mais je les garde, je les analyse. Quand c'est peu de boulot et que ça fait du sens, je les fais. Donc tu mets de la priorité dessus et de l'importance et en fonction de ça, tu gères. La qualité, oui. Moi, quand il y a quelqu'un qui me remonte un crash, j'essaye de le résoudre le plus rapidement possible, oui, parce que si l'application elle est quand même très diffusée, donc si quelqu'un a un problème, ça veut dire que d'autres vont l'avoir. Peuvent l'avoir. Quelque part, c'est pour avoir la paix aussi. Oui, bien sûr. J'ai pas envie de me recevoir des tonnes de mails en me disant c'est quoi ton truc, et puis de me recevoir des mauvaises reviews, des mecs en colère, tout ça. Je veux pas de problème, quoi. Ouais. Moi, je veux des utilisateurs heureux, je veux faire le moins de support possible. Ouais, ça se comprend. Là, oui, je suis réactif, encore une fois, surtout en période de bêta, parce que j'ai pas beaucoup c'est 3 mois, ça passe vite. Ouais, bien sûr. Surtout que après, non seulement je passe 50% de mon temps à maintenir la base de code,
Mais après, il faut tester. Et pour tester, l'unique moyen, c'est de faire du sport. Hein. Mhm. Ouais, tu m'as dit que cette année, pour comparer les données que Apple fournit, par exemple, sur la puissance cycliste, ben, tu avais acheté un capteur de puissance pour aller faire toi-même tes tests. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, ça tombe bien. Moi, j'aime bien faire du vélo. La course à pied, c'est un peu plus problématique. Mais j'ai passé beaucoup. C'était une bonne occasion pour moi de faire pas mal de vélo là, cet été là. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il faut engranger de la donnée. Effectivement, j'ai acheté un capteur de puissance, mais après, il faut engranger de la donnée, parce que c'est pas parce qu'on fait une sortie une fois que tout marche. Non, Il ouais, faut, évidemment. ouais, il faut. Et puis tester différents use cases, et C'est puis ça. Ouais. voilà. Ouais. Et puis ensuite, tu améliores un petit peu le code, tu veux des nouvelles données pour les jouer dedans, et donc du coup, il faut une nouvelle sortie vélo, et donc du coup, tu es Voilà, c'est devenu ça. un Ah, cycliste j'ai passé de haut l'âge. niveau. Non, 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 je suis un cycliste très, très modeste. Mais j'aime beaucoup ça, ouais. Le vélo. Bah, tu vis dans une région qui est sympa pour faire du vélo. Ah ben, il y a beaucoup de cyclistes professionnels ici, oui, à Nice, parce que Ouais. pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le climat. Mhm. C'est-à-dire que l'hiver, on peut faire du vélo en bord de mer. Il y a rarement du vent, parce qu'il y a beaucoup de régions en France, que ce soit à Marseille, il y a le Mistral, ou Ouais, ouais. loin, dans le Languedoc-Roussillon, il y a le Tramontane. Et Mhm. ça, c'est quand tu fais beaucoup de vélo, c'est pas agréable. C'est Et sûr. puis, euh, et puis, on a les montagnes. Les Alpes-Maritimes, c'est vraiment les Alpes. Mhm. Et moi, le col favori d'Armstrong, là, au-dessus de Monaco, c'était le col de la Madone. C'est pour ça qu'il y a un modèle Un Trek vélo, ouais. qui s'appelle la Madone. Mhm. Et il fait quand même, il monte à 950 mètres. Donc, Mhm. quand on part du niveau de la mer, bah, ça fait quand même un entraînement sympa. Ouais, ouais, bien sûr. Mais du coup, l'année passée, Apple a ajouté des métriques de course à pied et la puissance de course à pied. Cette année, c'était les métriques de vélo et de puissance. On espère que l'année prochaine, ils nous mettent plusieurs métriques pour la natation, puis comme ça, tu seras prêt pour l'Ironman de Nice. Euh, ouais, bah, ah oui, non, 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 mais c'est parce que c'est 180 km à vélo dans la RPI. Après le marathon après, non, je sais pas. Il faut vraiment. Bah, la plupart des gens qui font des Ironman, c'est pas des salariés, hein, parce qu'il faut beaucoup de temps. Quand ce sont les salariés, en général, c'est des gens qui travaillent en horaire décalé. Ouais, alors moi j'ai fait pas mal d'Ironman en ayant une assez grande flexibilité de mon temps au travail, mais enfin ça se fait. Après c'est sûr que tu vas pas les gagner la course si tu travailles à 100% et puis Ça fait que... des Ironman, hein? Ouais, ouais, oui, Mais oui, ça bien fait sûr. combien d'heures par semaine d'entraînement? Oh, on est à une quinzaine d'heures d'entraînement pour les semaines moyennes et puis on peut pousser jusqu'à 20 heures pour les En bonnes cause, grosses ouais, mais semaines. non, tu te rends compte, 20 heures, en moyenne, c'est 3 heures par jour. Hein. Est-ce que c'est pas ce que toi tu passais comme temps à développer avant que tu sois à 100% sur ton application? Ah oui, oui, bah, je travaillais la nuit avant. Hein. La nuit, Ouais, le week-end. bah tu vois, pour l'entraînement, c'est un peu pareil, quoi. Ça prend tout le temps qu'on a à Temps disposition à libre, côté, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, le prochain point dont on voulait parler, après le petit clin d'œil d'Easy Rainmaker, c'était l'Apple Watch comme monde d'entraînement. Alors là, ça tombe bien parce que pour l'instant, ben, l'Apple Watch, elle est difficilement utilisable sur un Ironman. Hein. On sait que son plus gros problème, c'est l'autonomie. On parlait juste avant d'enregistrer ici en off des nouveautés que Apple a annoncées lors de cet automne 2023. Et puis dire, bon, bah, les montres de cette année, elles n'ont pas énormément évolué. Mais c'est vrai que Apple se rapproche quand même petit à petit au niveau fonctionnel, au niveau des possibilités offertes par leur montre, en particulier avec l'Apple Watch Ultra maintenant, des métriques qui sont proposées par Garmin et d'autres. Ah ben, moi, je pense que si l'autonomie aujourd'hui te permet de faire un Ironman quand même. Hein. Je sais pas si je me risquerais à partir sur un Ironman uniquement avec mon Apple Watch, même Ultra, tu vois. Ah, il faut avoir confiance, oui. Hein. Ouais. Mais voilà, parce que l'autonomie, c'est quand même... elle est annoncée à 36 heures, je crois, hein, au niveau utilisation Ouais. GPS. Mais dans la vraie vie, on est quand même un petit peu au-dessous. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je constate. Oui, mais on est en dessous, mais même si on divise par deux, ça fait 18 heures. Ouais, ah bah, tu vois, un Ironman, c'est pour le commun des mortels, des gens comme moi, c'est entre 11 et 13 heures. Euh, C'est bon quand même, non? c'est vrai que ça devrait passer. Je sais pas s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui ont fait un Ironman avec une Apple Watch Ultra, ils pourraient nous laisser un commentaire dans l'article sur le site pour nous donner leur retour. Mais c'est vrai que peut-être que maintenant ça passe. C'est Mais plutôt Ultra Trail, je crois, qui est...
Ouais, alors après Ultra Trail, si c'est sur plusieurs jours, ça peut vite poser problème. Ouais. Mais c'est le cas aussi avec d'autres montres, hein, qu'il faut recharger pendant certains ultras. Mais au-delà de l'autonomie, au niveau de la fonctionnalité, on en parlait. Donc Apple petit à petit rajoute des fonctionnalités, donc comble un petit peu le vide qui existe par rapport à d'autres marques. Pour l'instant, ils sont encore pas au niveau de l'analyse d'une Garmin, mais on en parlait. Est-ce que tu penses que Apple va continuer le développement et puis va aller dans cette direction de Garmin, c'est-à-dire donner des indicateurs dans tous les sens, t'es prêt à t'entraîner, t'es pas prêt à t'entraîner, ou est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur juste rajouter des éléments comme la puissance en course à pied, ils l'ont fait il y a 2 ans, la puissance à vélo, ils l'ont fait cette année, et d'autres petites fonctionnalités comme celle-là. Alors, il y a plusieurs points. C'est que d'abord, le marché d'Apple, ça sera toujours le mass market. Donc, ils n'aiment pas faire trop des trucs, trop de niches, trop pointus. Bon. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça qu'ils ont fait au niveau logiciel tout ce qu'ils sont en train de faire sur l'Apple Watch, c'est qu'ils ont voulu sortir une Apple Watch où il y avait plus de marge en termes d'argent. Mm-hmm. Et là où il y a le plus de marge avec les montres connectées, c'est sur les montres, comment on appelle ça, high-end, là, des montres. Les montres haut de gamme, Voilà, celles voilà, qui... voilà. Ouais. Donc, ils ont voulu sortir une Apple Watch haut de gamme pour faire plus de marge, et donc ils ont été obligés de faire le logiciel. Et honnêtement, donc moi j'ai acheté là une Epix Pro pour faire des comparatifs dans mes exports de fichiers FIT. Et non, moi clairement, ils vont continuer. Je pense que c'est quand même une tendance lourde de continuer à s'investir dans le sport parce que Apple a enfin compris que la première utilisation quand même d'une montre à 1 000 euros, c'est le sport. Est-ce que c'est vraiment la première utilisation d'une Apple Watch? Ah bah l'Apple Watch Ultra. Ultra, oui, on est d'accord. Ouais. Ouais, c'est. Oui, je pense que la cible est un peu différente d'une Apple Watch normale. Enfin, par exemple, de la série 9 de cette année, c'est pas forcément le sport. Il y en a qui achètent pour Non, le suivi de la santé, il y en a qui achètent pour les fonctions connectées. Voilà. Mmh. Mais après, donc ça, moi je pense que c'est une tendance de fond. Troisième point, c'est qu'au niveau hardware, au niveau matériel, moi je l'ai depuis 1 an, mais elle n'a pas bougé. Elle est beaucoup plus robuste que le matériel Garmin. Mmh. C'est les matériaux choisis par Apple là, pour l'Apple Watch Ultra, ils sont super. Elle ne bouge pas. Après, au niveau ergonomie, ils sont quand même, enfin, c'est quand même à des années-lumière des autres. Hein. Ouais, au niveau du logiciel. Et surtout qu'il y a eu une grosse refonte de l'ergonomie générale de la montre avec WatchOS 10. Donc moi, je pense qu'ils sont en avance sur plein de points. Là où ils sont en retard, et alors moi, là où ils sont en avance, par exemple sur Apple Watch, c'est tout ce qui tourne autour du machine learning, comme les détections de chute. Mmh. Moi, à chaque fois que je tombe à la montagne parce que je glisse sur de la glace dans une station de ski ou quand je fais une rando, ça marche super bien. Ouais. Après, moi, je pense aussi que c'est la meilleure montre pour la natation en piscine. Ouais, ça, je l'avais déjà noté, ouais. Parce que c'est la montre qui fait le moins d'erreurs dans la détection des longueurs et des styles de nage. Mmh. Ça marche super bien. En gros, si dans la piscine, il n'y a pas trop de monde et qu'on arrive à nager comme on veut, là, elle ne fait pas d'erreur. Hein. Ouais. Elle fait même assez rarement d'erreurs, en fait. Elle fait très rarement des erreurs. Ouais. C'est la seule à détecter aussi les longueurs en planche. Mmh. Donc moi, je suis un papy, j'ai 58 ans, je fais beaucoup de... Il y a quand même plein de gens qui font des longueurs avec des planches. Hein. Ouais. Et ben, c'est la seule à la détecter automatiquement sans aucun problème. Oui. Donc là où elle est en avance sur plein de points, ergonomie, matériel, natation, détection de chute, même les détections d'anomalies cardiaques, d'arythmie Ouais, tout ce qui a cardiaque, trait à la santé tout maintenant, ce qui a trait c'est à la vrai santé, que... à mon avis, c'est la plus fiable. Uh-huh. Et là, ce qu'elle n'a pas, là où elle est faible, c'est clair, c'est la batterie. Ça reste la batterie quand même. Hein. Et tout ce qui est recommandation. Et aujourd'hui, elle n'en fait pas. Moi, je pense qu'elle n'en fait pas parce qu'elle n'a pas envie de faire des trucs de charlatan, mais qu'un jour, elle va en faire et assez rapidement. Ouais.
Ouais, c'est possible que Apple revienne petit à petit. Honnêtement, moi je vais te dire très honnêtement, je m'attendais à ce que quelque chose comme ça arrive cette année. Ça n'a pas été le cas. L'annonce des nouvelles, donc Apple Watch Ultra 2 et de la série 9, m'a un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas énormément de choses nouvelles. Si on accepte le pincement des doigts comme contrôle de la montre, il n'y a vraiment rien de neuf par rapport à la génération de l'année passée. Et je m'attendais peut-être plus à quelque chose comme des recommandations au niveau sportif, parce que c'est vrai que c'est la mode chez tous les autres Ouais, c'est la fabricants mode. de montres sportives. Ouais. Alors après, comme on en discutait tout à l'heure, ça vaut ce que ça vaut. Certains algorithmes, on se demande si c'est du Du charlatanisme. Ouais. ouais, c'est ça, ou si c'est vraiment basé sur des évidences scientifiques. On prend la recommandation d'entraînement de Garmin, le Training Readiness. C'est vrai que ça donne des résultats qui sont parfois surprenants. Et puis, pour en revenir à l'Apple Watch, ces données-là, elles sont calculées par Garmin et par tous les autres grâce au cardio optique qu'il y a sous la montre et qui analyse la variabilité de fréquence cardiaque en continu dans la journée. Et forcément, si cette donnée-là, elle est mal mesurée, ben, les algorithmes, ils donnent des mauvaises informations. Et puis, on parlait de là où l'Apple Watch est bonne. Pour moi, là où elle excelle par rapport à toutes les autres montres du marché, c'est dans son capteur cardio optique. Apple a vraiment, depuis plusieurs années, une longueur d'avance assez incroyable par rapport à ça. Et c'est la seule montre disponible pour faire du sport aujourd'hui à laquelle je fais confiance au cardio optique quand je pars m'entraîner. Et donc, du coup, si un jour ils arrivent avec des recommandations qui sont basées sur ces mesures, elles seront forcément meilleures que celles des autres montres, puisque la donnée source sera meilleure en termes de mesures. Mm. Et voilà. L'Apple Watch comme montre d'entraînement aujourd'hui, moi je trouve qu'elle est intéressante. Elle est encore pas mal lacunaire en termes de certaines données. Si Ouais, on prend... est-ce que toi, tu es un sportif plus accompli aussi? probablement oui. Probablement, oui. T'as des plans, ce qui est le cas de beaucoup, hein. Donc, pour ce type de public, je pense qu'effectivement, l'Apple Watch peut décevoir. Mais Surtout l'Apple Watch Ultra, qui vise quand même des gens plus aguerris au sport que des sportifs qui font ça dans le fitness juste pour se maintenir en forme, tu vois. bah justement, moi, je suis plus ce public-là. Moi, je fais du sport pour me maintenir, parce que j'aime ça, Mhm. et pour me maintenir en forme. Mais je fais aucun plan d'entraînement, j'ai pas de coaching ni rien. Et Mhm. pour moi, l'Apple Watch, moi, je trouve ça génial. Mais pour ce genre de personnes qui font du sport pour se maintenir en forme, ce qui est super, hein, d'avoir en fait un retour sur l'exercice qu'on fait et puis éventuellement les bénéfices que ça peut avoir sur la santé, etc. Je pense que c'est un très très bon outil et je pense que pour cette pratique-là qui est très bénéfique, c'est très bien. Par contre, moi, si j'arrive avec un plan d'entraînement, c'est ce que je te disais quand on préparait cet épisode, si j'arrive avec un plan d'entraînement à la piscine et que l'entraîneur me dit entre chaque série de 100 mètres, tu fais 23 secondes de récupération, ou alors tu fais chaque série de 100 mètres à intervalle de 2 minutes, donc récupération comprise. Sur l'Apple Watch, je peux difficilement le faire parce que j'ai pas ces temps de récupération, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres de petites choses qui manquent dans l'interface d'exercice de l'Apple Watch. Après, une des faiblesses de l'Apple Watch, et ce qui m'arrange quelque part, c'est que leur application forme elle est trop rudimentaire, elle est pas aboutie, hein. Bon, ça, d'un autre côté, ça t'arrange un petit peu, puisque tu Oui, après, proposes la version Health Fit qui est plus complète et qui permet donc de faire plus de choses. oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, ça a toujours été la politique d'Apple, hein, de laisser, eux, ils vendent du matériel Mhm. à la base. C'est quand même, leur application, les applications qu'ils fournissent ne leur rapportent pas d'argent. C'est le matériel et les services. D'accord? Oui, Aujourd'hui, il y a c'est les ça. En services fait, si iCloud, tu Apple veux, Music, tout ça. Mais il- il- ils laissent toute une partie aux applications tierces. Ouais. oui. Donc, en fait, ils fournissent un logiciel pour pouvoir vendre la montre, parce que si la montre, elle n'avait pas de logiciel, ils ne la vendraient pas. Mais par contre, ils laissent quand même une grande marge de manœuvre aux développeurs. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu parfois frustrant pour un propriétaire d'Apple Watch qui veut faire du sport de manière avancée, c'est que la plupart des programmes, on les trouve, hein. On trouve des programmes spécifiques pour nager en piscine avec l'Apple Watch, avec des programmes d'entraînement, avec des temps de récupération, etc. On trouve des applications comme Workout Door qui permet de planifier plein de choses, d'avoir plein de données sur son Apple Watch, qui en fait probablement la montre la plus complète qui existe sur le marché si on utilise correctement l'application. Mais par contre,
Bah, tout ça, ça veut dire que à chaque fois que je vais faire un entraînement dans une discipline différente, j'utilise une application différente. Et pour certaines personnes, ça peut amener beaucoup de confusion, voire être parfois problématique. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr que leur logiciel de base, il est pas vraiment abouti, ouais. Mais je pense qu'il s'améliore avec le support des capteurs de puissance vélo cette année. C'est quand même un pas important en direction des cyclistes. Je pense principalement propriétaires de l'Apple Watch Ultra ou de l'Apple Watch Ultra 2. Et ça va continuer comme ça. Et maintenant, en plus, c'est une petite nouveauté aussi de WatchOS 10 et puis du nouvel iOS, c'est que on peut afficher les données de son Apple Watch en même temps qu'on est sur son vélo, sur son iPhone. C'est-à-dire que si on fixe son iPhone sur le guidon de son vélo, on peut reporter les données de l'Apple Watch directement Voilà. sur l'iPhone. Moi, j'ai eu des problèmes avec. D'abord, moi, je trouve que quand on est en plein soleil, le contraste ça peut être difficilement lisible. Mm-hmm. Et puis, j'ai trouvé que la connexion était un peu aléatoire. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça mérite encore quelques améliorations au niveau de la fiabilité, c'est-à-dire que quand on démarre son activité sur l'Apple Watch, c'est pas tout le temps Non. correctement répliqué sur le smartphone. Et de temps en temps, après, ça s'arrête sur le smartphone. Tu sais pas pourquoi. Ouais. J'ai trouvé Mais l'idée, je veux dire, elle est pas mauvaise. Maintenant, il faut voir aussi qu'est-ce que ça a comme impact sur l'autonomie du smartphone, parce que quand j'ai fait des entraînements de vélo de 6 heures, je suis pas sûr que le smartphone aurait tenu. Ouais, moi j'ai essayé. Mais c'est parce que tu avais peut-être un vieil iPhone à l'époque. Non, mais c'est sûr que ça doit bouffer un peu de batterie, mais. Bon, C'est après, possible. je sais pas. Non, mais c'est sûr que si tu veux, rien ne vaudra, pour le vélo, rien ne vaudra un ordinateur de vélo de type Garmin Edge. Mm-hmm. Parce que Non, ouais. c'est pensé pour. Tu peux pas. Tu Oui, peux puis pas c'est fait réaliser pour être sous la pluie, c'est fait pour être ça. sur un guidon avec les vibrations qui vont avec. Enfin voilà, il y a Ah tout bah, qui va. moi j'ai acheté un petit truc pour le monter sur le vélo. C'est super stable, un quadlock, là, je sais pas quoi. Mm-hmm. C'est super stable, non, c'est simplement le contraste, l'autonomie, oui, tu as raison. Et puis après, Garmin, il y a tout un tas de métriques qu'il n'y a pas encore sur Apple Watch. Mm-hmm. Enfin bref, tout Mais ça, c'est moi, des ça me petites suffit choses qui arrivent. largement. Hein. Je suis super content. Hein. Oui, non, mais globalement, c'est une bonne montre d'entraînement. Et je pense que de plus en plus, ça va le devenir. Et je pense qu'il faudra compter Apple parmi les grands fabricants de montres de sport dans les prochaines années. Enfin, on le dit déjà depuis plusieurs années, mais Apple, c'est le plus grand vendeur de smartwatch au monde et probablement, donc du coup, par effet ricochet, le plus grand nombre de vendeurs de montres de sport. Bah ouais. Mm. Donc là, on parle déjà un petit peu de l'avenir de l'Apple Watch, mais moi, ce que j'aimerais entendre surtout, c'est un petit peu l'avenir de l'application Health Fit. Donc là, maintenant, tu viens de mettre en ligne la nouvelle version qui supporte les nouvelles métriques de WatchOS 10 et des nouvelles montres. Donc maintenant, dans Health Fit, on analyse les données de puissance à vélo directement issues de l'Apple Watch quand on l'a couplé à un capteur de puissance. Qu'est-ce que tu vois comme améliorations? Parce que tu m'as dit qu'il y avait la période de développement qui va de juin à septembre pour les nouveautés de la montre. Puis là, maintenant, de septembre à juin l'année prochaine, où tu vas travailler un petit peu sur ta roadmap générale et puis les futures Alors, améliorations. Est-ce que il y a, tu il y veux a nous en dire un peu plus? Bon, alors, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a toujours le thème, encore une fois, de la dette technique. Il faut que j'aimerais pouvoir me séparer de l'application tierce pour les graphiques pour juin prochain. Donc, j'ai beaucoup de graphiques à refaire. Après, un autre grand thème, c'est de développer une expérience utilisateur spécifique à l'iPad. Donc, et une nouveauté cette année aussi, c'est que Apple Santé est disponible sur iPad, alors que ce n'était pas le cas avant. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, S Suite est disponible sur iPad, mais ça réplique la UI, l'interface graphique qu'il y a sur iPhone, donc elle ne tire pas avantage Du plus grand écran. du grand écran. Ouais. Hein, c'est le minimum. Donc ça, il va falloir que je travaille dessus. Mais en fait, moi j'ai l'impression, je vais le faire parce que moi d'abord j'aime bien l'iPad quand même. Hein. Mm-hmm. Et je pense que peut-être beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point une interface spécifique à l'iPad peut vraiment changer tout et faire que on va prendre S8 sur l'iPad parce que c'est génial d'avoir un. Voilà. Mais quelque part, pour l'instant,
j'ai pas eu d'utilisateurs super énervés qui me disent c'est quoi ce truc, moi je veux un truc beaucoup mieux sur iPad. J'ai l'impression que la demande reste avant tout basée sur l'iPhone, sur l'analyse de données. Mhm. Il y a pas mal de demandes sur l'analyse de données. Donc ça reste aussi un thème que j'espère plus développer cette année. Il y a un truc qui me tient à cœur aussi, c'est qu'aujourd'hui on peut partager des exercices avec ses amis, mais pas les photos. Mhm. Ça, j'aimerais vraiment le faire parce que moi je supporte. Il y a un support avancé quand même des photos dans LSFit, des photos Ouais. prises pendant l'entraînement. Mhm. Et, euh, et ça, c'est important parce que on a, les gens raffolent des photos. Oui, le côté social, partage des photos, c'est assez. Les Ça gens fonctionne bien raffolent. sur Strava, par exemple. Strava ou Instagram. Ouais. Instagram, c'est, je sais pas si c'est des centaines de millions ou des milliards de photos téléchargées par Ouais. jour. Ouais. Les gens raffolent des photos et un des arguments de vente principaux de l'iPhone, c'est l'appareil photo. Hein. Mhm. Ouais, bien sûr aussi, ouais. Donc, Donc il y a l'analyse de données comme thème, il y a l'iPad, le côté un peu plus social de partage des activités avec des photos. voilà, la dette technique. Ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Déjà pas mal de boulot jusqu'à juin Ouais, prochain où moi, on... je suis occupé là. Voilà. J'arrive pas à faire face à toutes les demandes. Hein. Ouais. Et il y a plein de trucs que j'aimerais faire, j'ai pas le temps. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui utilisent l'application HealthFit, elles peuvent venir vers toi avec des suggestions Absolument, d'amélioration. absolument. Alors c'est toujours pareil, c'est que quand je vois une fonctionnalité qui est demandée, qui fait du sens Mhm. et qui ne demande pas beaucoup de boulot, là je me pose pas de questions, je la fais et puis on passe à autre chose. Ouais. Après, je suis obligé de gérer les priorités en fonction du nombre de demandes et aussi, je dois l'avouer, de ce que je pense. C'est que de temps en temps, je fais des fonctionnalités pour lesquelles qui me tiennent vraiment à cœur et qui ne sont pas du tout demandées. Probablement, mais ça, à la limite, t'es le développeur de l'application, c'est quand même toi qui décides à la fin. Et tu t'aperçois qu'en général, les gens sont contents. Hein. Oui, Mais oui, je fais les deux. probablement aussi. Je donne une priorité au. Par exemple, il y a un truc ah oui, il y a un truc que je voudrais faire qui m'est beaucoup demandé, c'est que le temps au kilomètre ou au miles, Mhm. c'est calculé au fil de l'eau par l'application Apple Form ou par HealthFit. C'est Oui, pas dans Apple Santé, ok. d'accord. Et je n'exporte pas ces temps au kilomètre dans les fichiers Fit. Mhm. Et en fait, les gens, quand ils exportent vers des plateformes de fitness avec des coachs, les coachs, ils veulent voir le temps au kilomètre. Mhm. Donc, il y a Strava, lui, qui le calcule si on ne le donne pas. Et la plupart des autres plateformes de fitness ne calculent pas. Elles pourraient le faire, elles pourraient le calculer par elles-mêmes, le temps au kilomètre. Mais Ouais, elles ne le font pas. ok. Donc Donc ça, voilà, c'est un truc que je pourrais faire aussi, oui. une idée d'amélioration. Ouais. Quand on travaille dans une application comme ça qui fonctionne dans l'écosystème Apple, est-ce qu'on n'a pas peur que tout à coup Apple décide de faire tout ça eux-mêmes et Alors puis voilà, que c'est ce son qu'on appelle, application devienne un peu obsolète d'un coup? voilà, c'est ce qu'on appelle être Sherlocké. Parce que la première application qui a été comment dire, qui est devenue obsolète à cause d'Apple, elle s'appelait Sherlock, je crois. Ok. On appelle ça être Sherlocké, c'est-à-dire que Apple intègre dans iOS les fonctionnalités essentielles de votre application et ça fait que votre application n'a plus aucun sens. Donc c'est vrai que bon après donc pour toutes les applications qui reposent sur Apple Santé, il y a un peu ce problème-là. Hein. Mais par exemple, il y a des applications comme d'analyse de sommeil, comme AutoSleep. Il y a beaucoup qui pensaient qu'elle deviendrait obsolète quand Apple a fait son analyse de sommeil. Et en fait, ses ventes, elles n'ont jamais été aussi élevées que depuis ce temps-là. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que Apple a fourni l'analyse de sommeil, mais elle est quand même complètement rudimentaire. Oui, c'est ça. Tant que l'application apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce que Apple fait, ça la justifie encore. Oui, parce que en fait, ce qui se passe avec Apple, c'est que d'un côté, ils ont deux applications, Apple Form et Apple Santé. Mhm. Mais par exemple, l'analyse de sommeil, ça mérite une application dédiée à part Mhm. entière. Et ce que fait pas Apple Santé. Donc, Apple Santé, c'est une sorte pour moi, c'est un outil de debugging.
C'est une base de données, en fait. Voilà, c'est un visualisateur d'une base de données. Mhm. Il n'y a pas d'histoire derrière. Non, il n'y a pas d'analyse fine de données là-dedans. Où il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème ciblé. C'est-à-dire qu'on veut analyser son rythme cardiaque. Non, ça ne va pas. On peut juste voir des données brutes, c'est tout. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, donc, Apple pourrait venir marcher sur les plates-bandes de Healthfit? Alors, je pense que oui, mais la fonctionnalité qui, encore une fois, qui tire les ventes, c'est l'export de fichiers FIT et l'import de fichiers FIT. Et ça, à mon sens, jamais Apple va exporter vers des fichiers FIT parce que c'est un fichier qui est propriétaire Garmin et qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il est quand même très faiblement documenté et que le même fichier après le même fichier qu'on exporte sur des plateformes de fitness différentes produisent des résultats différents. Parce qu'il y a l'analyse des plateformes. Des données brutes qui changent. Qui changent. Et donc, moi, ça me crée des problèmes de support. Et c'est le genre de problème dont Apple ne veut pas en entendre parler. Ouais. Donc, Apple, c'est une GAFA. Les GAFA, ils produisent leur propre format quand ils veulent faire ça. Et il y a trop de problèmes avec le fichier FIT, qui est totalement propriétaire, totalement la propriété d'un concurrent. Aujourd'hui, ils sont en concurrence frontale avec les montres haut de gamme Garmin. Donc, c'est ça qui sécurise à Apple, qui sécurise à Healthfit. Après, je les vois pas trop. Par exemple, leurs graphiques dans Apple Form, ils sont pathétiques. Tout le monde les déteste. Ils servent à rien. Ils n'apportent rien. On voit rien. Non, c'est vrai. Et donc, du coup, moi, je pense pas en fait, je pense pas que il y a d'autres applications. Par exemple, la navigation pour Work Outdoor, c'est peut-être plus un problème, et encore, parce que Work Outdoor, c'est une application très, très accomplie. Et il peut très bien se passer comme Autosleep. Il y en a beaucoup qui prédisaient qu'il pourrait devenir obsolète, et en fait, ces ventes, elles ont encore plus décollé. Donc, on n'a qu'à espérer que Apple ajoute des fonctionnalités à l'Apple Watch et que ça rende Healthfit encore plus intéressant. Voilà. En fait. Ouais. Après, il y a beaucoup d'applications tierces qui qui fournissent des recommandations, des indicateurs de readiness, tout ça. Et ça, oui, si Apple fournit ce genre d'informations un jour, ces applications, elles auront peut-être un peu plus de problèmes. Ouais. Donc non, on a toujours cette crainte. C'est vrai que les développeurs Apple, surtout sur Apple, tout ce qui tourne autour d'Apple Santé, on est un peu fébrile au mois de juin. Savoir quelles sont les annonces et est-ce que ça va tuer le... Juin ou septembre. Mais non. Bah, écoute, tant mieux pour Healthfit, tant mieux pour toi si tu peux continuer le développement et que c'est une application qui rend service. En tout cas, moi, je répète encore une fois, j'adore cette application quand je m'entraîne avec l'Apple Watch parce que c'est celle qui est pour moi la plus complète, qui me permet le plus de possibilités d'export vers mes autres plateformes et d'analyse quand je fais les tests sur le site pour faire des comparatifs, des mesures de l'Apple Watch avec d'autres montres. En tout cas, c'est une application qui me rend beaucoup service. Le retour principal que j'ai, et ce que les gens adorent, c'est la simplicité. Avoir une interface graphique claire et qu'on peut utiliser sans trop se poser de questions. Non, c'est vrai. Et ça le fait très bien. Donc, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder dans cet épisode avant qu'on passe à la conclusion ? Non. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. C'était très intéressant. Moi, j'espère que ça aura donné envie aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui de télécharger Healthfit et de tester, en tout cas pour celles et ceux qui utilisent une Apple Watch pour s'entraîner, parce que c'est vraiment une application qui va donner de la plus-value à leur analyse d'entraînement. Et puis, moi, je te souhaite plein succès pour la suite du développement de l'application. De toute façon, je pense qu'on va rester en contact pour la suite. Et puis, on se réjouit de voir les prochaines nouveautés qu'il y aura dans l'écosystème Apple et donc dans Healthfit. Je te remercie beaucoup de m'avoir reçu. Ouais, merci Stéphane, c'était un plaisir. Moi aussi. Et donc,
on te retrouve bien évidemment au bout de l'application Healthfit. Est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux sociaux où on peut te retrouver Ouais, moi j'utilise principal pour discuter. L'application elle a un compte sur Twitter, enfin sur X maintenant, et les gens peuvent me suivre sur X et on peut échanger sur X. Et c'est pas fait pour faire du support, c'est fait soit pour un retour, enfin qui me demande pas d'analyse de problèmes parce que je peux pas le faire sur Twitter. D'accord. C'est des commentaires, des demandes de features ou des problèmes mais vraiment triviaux que... Mm-hmm. Ouais. Et puis si on a des besoins plus spécifiques, un bug ou une demande de future request, là on passe à travers l'app. Voilà, enfin, c'est surtout pour les bug reports. Hein. Les bug reports, c'est à travers l'app. Après, les demandes de fonctionnalités. Après, oui, je préfère toujours recevoir un mail parce que ça me laisse une trace. Moi, j'ai pas de trace sur Twitter. Je peux pas. À faire de suivi, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Bah écoute, on va suivre l'application Healthfit sur X, donc Twitter version Elon Musk, et puis suivre le développement de cette application. En tout cas, je te remercie pour cet épisode. C'était vraiment super. Merci Stéphane. Merci Grégory. Donc voilà pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de conclure, j'aimerais juste vous dire que j'ai publié sur le site un article complet avec tout ce qu'il faut savoir sur l'application Healthfit. J'ai essayé d'être vraiment le plus complet possible sur cette application, donc vous trouvez tous les détails sur nakan.ch dans les notes de cet épisode. Et puis là-bas, vous pouvez également laisser des commentaires sur cet épisode, ce que vous en avez pensé, et puis évidemment ce que vous avez comme idée pour de futurs épisodes qu'on pourrait enregistrer pour le podcast Transition. Et puis en même temps, eh bien, vous pouvez aussi venir sur les plateformes de diffusion du podcast, et en l'occurrence, c'est principalement sur Apple Podcast que ça se passe au niveau des appréciations, et puis donner des étoiles pour ce podcast pour le faire découvrir au plus grand nombre, et puis essayer d'augmenter un tout petit peu la communauté qu'il y a autour de ce podcast. Moi, je vous remercie d'avance de le faire, et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode. Ce sera dans un mois, et en attendant, eh bien, évidemment, on se retrouve sur le site nakan.ch pour plein d'articles, plein d'infos, plein de tests, et puis une super thématique intéressante pour l'épisode du mois prochain. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et puis je vous dis à bientôt.